Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur et surtout qui est représentatif d'une grande partie des apprentissages que j'ai pu avoir au cours de cette existence. Ce que le fait de voyager en sac à dos m'a appris. Alors, pourquoi ce sujet ? Comme à chaque fois, j'essaye de commencer par le pourquoi. Certaines personnes répondaient, essayaient de me poser des questions sur les voyages, qu'est-ce que tu as appris, quel est ton parcours, et ainsi de suite. Et jusqu'à récemment, j'ai toujours du mal à répondre à des questions comme quel est ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et ainsi de suite, puisque ce sont des questions assez conventionnelles, assez mimétiques, on répète un petit peu, et souvent on s'attend à ce que vous fassiez partie d'une certaine majorité. Pour ce qui est d'autres types de parcours, je pense que maintenant les jeunes, c'est-à-dire génération 20 ans, peuvent avoir cette opportunité-là, puisque les opportunités du système ou ce que offre ce monde, et surtout aussi ce système-là, peut permettre de cheminer sur des sentiers plus ou moins inconnus ou en tout cas atypiques. Ceci dit, jusqu'à une certaine époque, un certain parcours était vu comme marginal et ainsi de suite, puisque l'ère du temps faisait que vous connaissez les conditionnements matérialistes ou disons le chemin de la majorité, qui est un chemin tout tracé, peu importe la culture dans laquelle vous vous trouvez. Donc, comme on dit, les voyages forgent la jeunesse et forgent tout court, pas seulement la jeunesse, mais c'est vrai que cette expression populaire a sa raison d'être basée sur l'expérience des anciens explorateurs et voyageurs. Ici, lorsque j'ai voulu préparer plus ou moins l'audio pour ne pas que ça aille dans tous les sens, j'ai réduit la liste parce qu'il y a énormément de choses que les voyages m'ont apporté. Je vais préciser ce que j'entends par voyage. Donc j'ai rajouté un sac à dos pour pouvoir un petit peu restreindre la chose, restreindre et orienter un petit peu plus le type de voyage. Parce que en effet, j'ai mis voyage entre guillemets, parce qu'il y a voyage et voyage, n'est-ce pas ? Il y a voyage et voyage, surtout dans l'ère du temps actuel. Donc je vais préciser un peu ce dont il s'agit. En fonction du contexte spatio-temporel dans lequel vous vous trouvez, spatio-temporel, l'espace, c'est-à-dire où est-ce que vous vous situez. Encore une fois, il y a voyage et voyage. Si vous vous situez, comme je dis, si vous avez le bon passeport, il est plus facile de franchir certaines frontières, n'est-ce pas ? Maintenant, pour moi, ce qui est important, la manière de voyager et pourquoi vous voyagez. Qu'est-ce que voyager ? Est-ce qu'un simple déplacement d'un point A à un point B peut être considéré comme un voyage ? Je précise ici que je ne parle pas des voyages intérieurs, je parle vraiment des déplacements physiques. En sac à dos, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous allez pour une randonnée ou je ne sais quoi, un bivouac ou je ne sais où pendant quelques jours et vous retournez par la suite à votre vie habituelle ? Est-ce que c'est ça que vous appelez voyager ? Donc, temporel, ça veut dire que si on se situe maintenant, la manière de voyager aujourd'hui est beaucoup plus accessible, en tout cas de se déplacer, est beaucoup plus accessible, beaucoup plus confortable qu'à une certaine époque, qui ne date pas d'aussi loin. Donc pour moi, il est important de spécifier certains paramètres qui vont jouer sur l'apprentissage et sur la profondeur des apprentissages et des expériences. Donc les apprentissages qui sont issus de l'expérience du voyage en sac à dos.
il y a 3 ou 4 points que j'aimerais préciser. Le sujet que j'aborde ne s'inscrit pas dans la technologie actuelle. Donc, j'enlève tout ce qui est Internet, qu'on a, les téléphones avec GPS, avec les réseaux, et ainsi de suite, qui permettent de sécuriser les voyages. Donc, dans mon expérience, voyage, les déplacements, en tout cas les voyages, les déplacements, ont été effectués sans cette technologie-là. Et vous verrez à quel point ça compte. On peut toujours l'effectuer aujourd'hui, hein, c'est un choix. Par contre, on va s'inscrire dans une société, enfin, on va s'inscrire dans un environnement qui a accès à cela, à Internet, GPS, au réseau, et donc peut-être que l'expérience ne sera pas similaire. Je pense. Ensuite, deuxième chose. Donc la première, c'était la technologie, l'accès à la technologie. Donc voyager en sac à dos sans cette technologie-là apporte des choses complètement différentes. Vous abordez le voyage d'une perspective totalement différente. Premièrement matérielle, mais aussi psychologique. Deuxièmement, mon expérience a fait que les différents voyages en sac à dos m'ont permis d'aborder différentes situations. Il y avait des situations dans lesquelles je n'avais ni statut social, je n'avais ni de compte en banque, ni assurance, ni rien. Il y avait d'autres périodes où ça n'a pas été le cas. Donc le fait d'avoir expérimenté ces diverses situations sociales va jouer un impact très important sur l'expérience. C'est pas pareil de voyager avec une sécurité matérielle à côté, c'est-à-dire que certes vous partez, peu importe les raisons pour lesquelles qui vous poussent à ce genre d'expérience, à ce genre d'exploration, mais lorsque vous n'avez pas de sécurité matérielle à côté, notamment de sécurité sociale, dans le sens de statut social, l'expérience est totalement différente. Totalement différente. Et ça rejoint aussi le statut avec la situation de la personne. C'est que là, dans l'expérience que je vais souligner, il n'y avait absolument pas de stabilité en termes de situation sociale et en termes de famille. Il n'y avait pas de famille vers laquelle on peut se rediriger qui permet de constituer une sécurité, disons psychologique, lorsque une nécessité de soutien peut être manifestée par la famille. Voyez ? Donc ça aussi, ça compte énormément. Et je le souligne parce que justement, dans ces déplacements, dans ces voyages, j'avais fait énormément de rencontres avec les jeunes, hein. C'était la phase pré-2012, juste avant 2012. Il y a eu une vague de jeunes avec un certain état d'esprit qui menaient certains types de voyages. Et je peux vous dire que les rencontres que j'ai effectuées étaient souvent des jeunes d'une certaine catégorie sociale. Donc ce n'étaient pas des personnes qui étaient issues d'une classe populaire ou je dirais une catégorie socio-professionnelle basse. En général, c'était moyen, voire élevé. Donc quelque part, moi aussi, je ne me reconnaissais pas forcément dans toutes les perspectives de voyage, même si on abordait parfois le même cheminement ou les mêmes parcours ou les mêmes endroits, ou que parfois on pouvait même avoir la même dégaine, mais derrière, les histoires sont totalement différentes et les ressources auxquelles nous avons accès sont totalement différentes. Dernière chose, c'est que dans ce contexte-là, j'avais tout de même un bagage. C'est-à-dire que j'avais déjà mis en place une certaine autonomie et indépendance dans la vie qui font que je me suis pas lancée, je suis pas partie à 16 ans, 18 ans, quoi. Je pense que j'avais milieu de la vingtaine. Donc c'est différent. Je pense que c'est différent quand vous sortez
directement, imaginons 16-18 ans, quand vous partez à cet âge-là, ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez déjà côtoyé un système ou une stabilité ou une sécurité dans le début de la vingtaine. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais tout de même un certain bagage de connaissance de moi-même, de connaissance de comment fonctionnent les choses, étant donné que j'étais partie assez tôt seule entre guillemets, du foyer familial, même si j'étais toujours dans un contexte, par exemple, d'études, de travail, et que j'étais toujours dans une zone de confort, on va dire. Donc voilà, j'ai dégagé 10 points que je décortique avec vous de ce que les voyages en sac à dos, ce que voyager en sac à dos m'a appris. Premièrement, je vais commencer par la chose la plus simple, c'est le rapport aux possessions matérielles. Donc, en sac à dos, vous avez toute votre vie matérielle qui doit tenir dans un sac. 1 voire 2, en fonction de est-ce que vous voyagez vraiment uniquement à pied, en vélo, en stop, en transport, et ainsi de suite. Pour ma part, j'ai pu explorer différentes choses. Peut-être moins en vélo, ce qui permet d'avoir un peu plus de bagages, mais disons que ma principale maison sur le dos, comme je l'appelais à l'époque, était un gros sac à dos. Très très gros, et je devais faire le tri, comme vous pouvez le penser, des choses essentielles. Donc, le rapport aux possessions matérielles peut changer. Même si à la base, je n'avais pas un rapport aux possessions matérielles peut-être déviant, dans le sens où je n'avais pas forcément beaucoup de possessions, ou que je n'étais pas forcément très attachée, mais je me suis rendu compte que j'étais, dans une certaine mesure, attachée à certaines croyances ou certaines habitudes qui faisaient que la vie, tout simplement sédentaire, durant laquelle nous accumulons des choses, des objets, des possessions, donc matérielles, peut nous maintenir dans une lourdeur et dans une croyance de certains besoins. Et ça a un impact très important parce que du coup, ça ouvre d'autres perspectives. Ça ouvre aussi à la perspective de c'est quoi les vrais besoins? Quels sont les vrais besoins généraux? Là, les besoins matériels, mais quels sont les vrais besoins généraux? En fonction de la période dans laquelle je me trouve, en fonction de mon mode de vie, en fonction de la société dans laquelle je vis, en fonction de ce que je considère comme étant normal, parce que c'est la normalité et c'est la standardisation du style de vie, mais que l'on ne questionne pas forcément toujours, et que même si on le questionne, comment mettre en pratique un mode de vie qui nous corresponde? Cela implique une sorte de retour en arrière, des questionnements, une sorte de reprogrammation. Vous savez, souvent, il y a des sortes de mouvements qui se créent à partir d'une prise de conscience durant une période, une phase X dans la vie. Comme si une prise de conscience, aussi importante soit-elle, devait aboutir à une conceptualisation de quelque chose. Exemple, le mouvement minimaliste. Je m'inscrivais absolument pas dans ce mouvement-là, même si je le comprends. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui est, je sais pas moi, désirable. Bref, chaque concept, chaque mouvement va s'inscrire dans une sorte de fixation. Comme si une prise de conscience à un moment donné de
la vie, soit de l'existence individuelle ou du monde dans la société, au niveau collectif, devait être figée et qu'on devait s'inscrire absolument dans cette manière d'être ou de vivre. Je vais aborder d'autres choses dans cette perspective un peu plus en profondeur parce que je pense que c'est important qu'une prise de conscience que vous avez maintenant, aussi importante soit-elle, est très bien, mais je pense que les changements et les transformations perpétuelles qu'implique la vie et les apprentissages font en sorte que si vous vous attachez à une prise de conscience à un moment donné, ça risque de vous enfermer en fait, pour la suite, tout simplement. Tout comme aujourd'hui, par exemple, je ne vis pas dans un sac à dos. J'ai pu côtoyer d'autres styles, d'autres modes, je me suis réinstallée, resédentarisée, j'ai rebougé, je me suis redéplacée, et ainsi de suite. Ma façon de faire et d'aborder les modes de vie va être spécifique à mon apprentissage. Pourtant, j'ai appris tellement de choses durant ces différentes phases, mais je ne vais jamais les fixer, les figer. Je vais en retirer quelque chose de plus profond, quelque chose de plus essentiel qui va me permettre de naviguer et de transférer ces apprentissages dans d'autres domaines de la vie et surtout de les utiliser par la suite dans d'autres domaines, par exemple, qui ne correspondent absolument pas à la phase dans laquelle je me trouvais lorsque j'ai appris la chose que j'ai apprise. Donc, première chose, le rapport aux possessions matérielles qui a vraiment changé au début. Aujourd'hui, je trouve ça normal, mais je sais que ces voyages en sac à dos m'ont énormément aidé et ont été de gros éléments déclencheurs par rapport à ça. Ce qui implique aussi, parce que lorsque vous voyez, donc là c'est la deuxième chose, lorsque vous voyez les personnes qui se déplacent en gros sac à dos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que techniquement, tout simplement, il faut pouvoir le porter. Donc, l'hygiène de vie va être différente, va être, disons, plus importante, plus essentielle dans le quotidien. Parce que, tout simplement, ça implique ce mode de vie, c'est vos voyages en sac à dos, qui étaient plus des modes de vie à certaines périodes, plutôt que juste une expérience transitoire, va impliquer donc de la marche, de l'activité physique et donc le besoin d'un corps, si possible robuste, pour pouvoir faire face tout simplement à ces aspects pratico-pratiques du quotidien. Et donc, on en revient à l'hygiène de vie de base, le corps physique, en tout cas, l'hygiène de vie, la base d'une robustesse physique, donc aussi alimentaire, hygiène, exercice et psychologique, les trois. Donc par rapport aux choix que l'on fait, ils vont avoir beaucoup plus d'impact quand on est dans cette approche-là de voyager en sac à dos. Parce que l'impact, on le ressent tout de suite. C'est pas comme si vous étiez aveuglé ou artificialisé par le système, qui fait en sorte que les déviances ou les déséquilibres peuvent toujours être masqués par des béquilles, une voiture si vous ne pouvez pas marcher, par un escalator si vous ne pouvez pas monter, par toujours un soutien confortable, par un médicament si vous ne vous sentez pas bien, par de la caféine si vous n'avez pas d'énergie, et ainsi de suite. Là, en tout cas, je ne me suis pas donné le droit d'avoir une quelconque addiction. Donc l'hygiène de vie va se purifier d'elle-même. J'ai constaté que j'avais quand même des addictions, ou je pourrais dire des habitudes. Par exemple, je me souviens que le thé à l'époque, le thé le matin était comme une sorte de... Moi j'appelle ça une addiction, c'est pas vraiment une mauvaise addiction, mais
forte habitude, quand j'y pense maintenant, c'est vraiment troublant, qui posait problème lorsque je n'avais plus ces petites habitudes du quotidien, ces repères temporels, ces repères et ces rituels, disons. Donc le fait de changer de mode, de vie, implique de ne pas s'attacher à ces habitudes-là, qui sont pas forcément néfastes en elles-mêmes, mais par exemple la théine, ou pour beaucoup la caféine, moi à l'époque c'était pas le café, ou le sucre, ou des choses comme ça, donc ça allait. Mais je sais que beaucoup ont de grosses addictions, même si le café, hein, tout simplement, qui est la culture presque fondée, ancrée dans les sociétés. Le café en lui-même n'est pas néfaste, bien que je pense que tout excitant ne soit pas bénéfique, mais disons lorsque l'on a besoin du café le matin, sinon on ne fonctionne pas, là on peut se poser des questions. Lorsque certains besoins, même physiologiques, se manifestaient au début, ils se sont vite atténués. Ça a été dur, puisqu'il y a forcément des périodes de sevrage. Ça faisait partie du jeu. Et c'était bénéfique. Et donc, le mode de vie, donc de voyager en sac à dos, permettait ça, puisque tu n'as pas tout ce que tu veux tous les jours, et tu changes d'endroit, tu changes d'environnement, il y a tellement de changements, et il n'y a pas de fixité dans ton quotidien, ni dans tes horaires, ni dans tes ressentis, qui fait que tu ne peux pas te permettre d'avoir d'addiction. En tout cas, je parle pour moi. Quand je dis c'est moi, je ne me permettais pas, puisque ça faisait pas partie du pourquoi de mes voyages. Selon moi, il y avait une sorte d'exploration d'un certain niveau de dépouillement. Est-ce que ça, c'est essentiel? Est-ce que ça, c'est important? Est-ce que ça me fait du bien? Et ainsi de suite. Ça rejoint aussi le rapport aux possessions matérielles, puisqu'on repart vers l'essentiel. Et par rapport à cela, donc dans toutes ces addictions, enfin cette purification, ce retour à l'essentiel, et cette simplicité, ce retour à cette simplicité est vraiment l'essentiel des besoins qui font du bien, on développe inévitablement une sorte d'instinct, d'écoute et d'intuition. Ce n'est pas tant qu'on les développe, mais ils sont plus activés. Je différencie l'instinct et l'intuition. En tout cas, l'écoute est nécessaire et fondamentale. Chose qui n'est pas forcément valorisée, chose qui n'est pas forcément permise par rapport à un environnement artificialisé. Donc, quand je dis l'instinct, l'intuition, bon, c'est l'écoute de soi, de ses besoins, par rapport à si je veux me déplacer d'un point A à un point B, si je sens que je n'ai pas forcément la force et que j'ai le choix, parce que parfois je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je pourrais faire ou comment je peux aller chercher, avoir accès à ces ressources-là intérieures parce que je n'ai pas les ressources extérieures qui me permettent tout ça, ça implique un retour à une certaine écoute de soi. Ensuite, il y a l'écoute de l'environnement. Les différents endroits dans lesquels on peut naviguer peuvent beaucoup changer. Certains environnements sont beaucoup plus hostiles que d'autres. Donc on apprend à nourrir l'écoute, une certaine lecture de l'environnement. Donc une lecture
des autres personnes et une lecture de l'environnement local dans lequel on se trouve. Je pense que dans mon cas, je l'avais déjà, et donc qui s'est encore plus renforcé, j'en ai encore plus pris conscience. Et comme toute activation d'une énergie ou d'une action, cette chose-là se renforce comme une sorte de compétence. Et par la suite, ça devient quelque chose d'instantané. On ne questionne plus, par exemple, la première impression, l'intuition, l'instinct. Dans cet environnement-là, quel est le comportement le plus adapté? Dans cette situation-là, avec cet individu-là, qui peut-être est hostile, quel est le comportement le plus adapté ou le choix le plus adapté? Dans cet environnement-là, on va dire plutôt polluant, pollué, plutôt agressif, avec beaucoup de stimulation, imaginons, néfaste, qu'est-ce que je peux faire intérieurement toujours et comment je peux m'adapter à chaque fois pour pouvoir être dans le meilleur état interne possible. Forcément, donc pareil pour l'instinct de survie. Je raconte parfois les situations les plus malencontreuses auxquelles j'ai pu avoir accès, mais selon moi ça faisait partie du voyage. Donc je ne vais pas le souligner comme quelque chose de négatif, mais je vais le souligner comme un apprentissage de qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là. Et puisque je suis là, je m'en suis sortie physiquement, même si peut-être il y a d'autres types de dégâts, le fait d'être là aujourd'hui me permet de dire qu'il y a eu un apprentissage, une expérience. Et peu importe l'apprentissage, il y en a eu un. Donc que ce soit l'instinct de survie, l'intuition ou l'écoute aussi du corps et des besoins, c'est quelque chose de fondamental que j'ai appris lors de ces voyages en sac à dos, parce que tu n'as pas le choix. Si tu veux t'explorer intérieurement, tu n'as pas le choix que de développer cela. Et ça revient à la connaissance de soi, forcément. Je rappelle que le contexte, c'était pas du tout un contexte confortable. La connaissance de soi a fait un grand bond. Quand je dis soi, je vais pas non plus m'attarder sur ça, mais quand j'entends soi, il y a plein de soi possibles. Il y a ton mode de fonctionnement psychologique, ça commence par là, tes besoins, la croyance de tes besoins, ta manière de penser, donc les pensées qui rôdent ton esprit de manière inconsciente. Et après, il y a une connaissance beaucoup plus profonde. Je ne vais pas m'attarder sur la connaissance plus profonde, mais juste commencer par la surface. La connaissance de ce que l'on croit être. Donc, de tous les conditionnements. Que ce soit dans notre personnalité, dans la manière dont nous fonctionnons, qui sont remises en question par le mode de vie justement très instable et assez précaire. Donc dans cette perspective-là, l'écoute des vrais besoins sont essentiels. Donc les besoins physiques, les besoins psychologiques aussi. J'ai appris beaucoup du fait que j'avais autant le côté découverte, exploration, vie en collectif, communauté, donc rencontre, parce que certes les voyages se sont effectués en solo, mais il y avait eu quand même des rencontres, et parfois des bouts de chemin qui ne se faisaient pas forcément en solo. Donc, en rencontrant d'autres personnes, on peut partager un bout de chemin durant cette période-là, spécifique, et puis il y a des arrêts. C'est pas un voyage en sac à dos comme je dis, en tout cas dans mon cas, ne s'est pas fait de manière constante. Il y a eu des périodes de stabilité où on fait une pause, on va dire, à un endroit. On est toujours dans une perspective nomade, on est dans une sorte de précarité matérielle,
Mais ça fait partie, c'est comme si, au fait, c'est exactement la même chose que lorsque vous voulez gravir une montagne, vous savez que votre objectif, en tout cas l'objectif de départ, c'est d'arriver à ce sommet-là, vous ne savez absolument pas ce qui vous attend, mais durant ce voyage, vous pouvez choisir de faire des pauses pour admirer une fleur, pour admirer le paysage, tout simplement pour vous reposer, pour lire, pour contempler. Donc voilà, ce voyage s'est fait par d'innombrables pauses. Et ces pauses-là ont été essentielles. Je me suis rendu compte que l'écoute d'un rechargement et d'une régénération énergétique après pas mal de dépenses était essentielle. Donc je me suis, je pense, réconciliée, en tout cas j'ai renforcé le fait que oui, le collectif, la communauté, les rencontres, donc l'aspect extérieur, social et interpersonnel était important, était très enrichissant. Donc cet aspect était très important, enrichissant pour moi, mais pour une régénération intérieure, la solitude était aussi essentielle. D'où le fait de combiner les voyages intérieurs et extérieurs. Puisque ces voyages extérieurs, donc ces déplacements physiques, pour moi étaient une combinaison, étaient une sorte de prétexte quelque part à des voyages intérieurs. Ils vont ensemble, je ne peux pas les détacher. Je ne les détache pas puisque c'est ma manière d'aborder ces voyages ou peut-être même la vie en général. Et dans cette perspective de connaissance de soi, de ce mode de vie, tu n'as pas le choix que d'être responsable. On apprend ce qu'est la responsabilité, mais non pas de manière intellectuelle ou parce qu'on te dit « il faut que tu sois responsable de tes affaires, il faut que tu sois responsable de ceci et de cela », un peu comme ce qu'un professeur ou un parent pourrait dire à un enfant. Je prends ma responsabilité et ainsi de suite. Peu importe ce qu'on dit, la responsabilité de sa vie, je l'ai apprise de manière profonde grâce à mes voyages en sac à dos. La responsabilité de ton corps. C'est-à-dire que si tu es malade, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le système médical ou la société qui te déresponsabilise de la connaissance de toi, que tu octroies par exemple à un médecin, à un médicament, à une pharmacie, à un monde artificiel. On te déconnecte de ta responsabilité. Et ça commence par le corps. Être responsable de mon corps était pour moi flagrant. Si tu es au milieu de nulle part, tu n'as aucune sécurité sociale, rien. Tu es responsable. Si tu es malade, tu es responsable. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu emploies une hygiène de vie de sorte à ce que tu ne sois pas, que tu n'aies pas besoin de te guérir. C'est aussi c'est évident. Tu fais le choix de tes relations. Dès le départ, comme je fais la référence à l'intuition et à l'instinct, quand je parlais de l'intuition et de l'instinct, et que je disais qu'on arrive beaucoup plus à lire les situations qui peuvent nous mettre en danger, donc on est responsable, beaucoup plus responsable dans ces relations parce que leur impact peut être, s'il y a impact négatif, il peut être très dangereux pour nous. Et pareil, les responsabilités civiles et compagnie, aucune assurance tout risque, assurance pas risque, il n'y avait aucune assurance. Donc quand il n'y a pas d'assurance délivrée par notre cher système, on expérimente ce que c'est qu'être responsable dans la nature, dans la vie. L'accès aux ressources. Comment tu peux avoir accès aux ressources, à tes besoins vitaux, quand tu n'as rien?
manger, etc. Donc tout ça, ça implique un système aussi d'échange, selon moi. Un système d'échange, puisque tu vas apprendre où se trouvent les meilleures ressources, qu'elles soient extérieures mais aussi intérieures, mais là je vais parler des ressources extérieures, manger, dormir. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces ressources-là, tu dois développer, par exemple, un système d'échange. Qu'est-ce que toi tu peux échanger pour avoir ce genre de ressources? Sauf si tu te trouves, par exemple, dans un endroit où tu peux avoir accès à ces ressources-là directement et que tu as les connaissances pour. Exemple, dans la nature où tu peux cueillir, pour certains qui veulent chasser. Mais du coup, tu es responsable d'aller faire les choses, d'aller chercher ces ressources-là. Donc, lorsque l'on est seul et que parfois on peut manquer de soutien, tu trouves des ressources intérieures. Donc l'accès à tes ressources intérieures, ça revient aussi à la connaissance de soi. Quelles sont et souvent, pour ne pas dire toujours, les ressources intérieures insoupçonnées, comme je le dis, souvent, c'est des ressources auxquelles tu ne pourrais pas avoir accès si tu n'étais pas dans cette situation-là. Puisque si tu es dans un système artificiel, sédentaire, zone de confort, connu, confortable matériellement, et ainsi de suite, et que par la volonté, tu ne te bouges pas, tu te confortes et que tu t'alourdis dans cette situation-là, tu n'as pas conscience de tes ressources intérieures. Les ressources intérieures, on y a accès lorsque l'on en a besoin en général. Et lorsqu'une situation extérieure nous met dans cette recherche de ressources intérieures. Donc la persévérance, le courage d'affronter toutes les peurs, la fatigue, le manque de sommeil, le manque à la faim, le froid, le chaud, les dangers aussi, les hostilités, les animaux, les humains, certains qui ne vous veulent pas forcément de bien, le système aussi, dans des systèmes hyper réglementés et contrôlés, lorsque vous n'êtes rien, eh bien vous n'êtes rien, vraiment rien, en tant qu'être humain, et ainsi de suite. Donc voilà, ça a été essentiel, cette ultra-responsabilité que le système étouffe et que le système s'octroie parce qu'on consent à octroyer la responsabilité de notre corps, de notre situation générale, de notre environnement, de nos ressources. Toutes ces prises de conscience, je vous assure, c'était vraiment des expériences inoubliables, des prises de conscience qui donnent une telle puissance, une telle force, mais surtout une grande liberté. Par rapport à un système qui vous offre la facilité ou l'illusion de la facilité additionnée à une déresponsabilisation, de toute façon, peu importe ce qui arrive, tu peux avoir un comportement complètement confus, une hygiène déplorable, totalement perdue, inconsciente. Tu peux vivre de manière inconsciente dans le système. De toute façon, tu seras toujours protégé. Tu as telle assurance, tu peux avoir telle maladie, tu peux faire... Ne t'inquiète pas si ta maison s'incendie, de toute façon, tu as l'assurance. Ne t'inquiète pas si tu ne prends pas soin de ton hygiène de vie, de toute façon, tu peux aller voir le médecin, tu peux aller à la pharmacie prendre un Doliprane, tu peux faire ceci ou faire cela, tu peux ne pas faire attention à... ainsi de suite. On vous fait croire que vous êtes libre en vous déresponsabilisant. Allez, profite, tu peux brûler la vie par les deux bouts, faut profiter de la vie. Donc profiter de la vie, être libre, tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, mais à quel prix? Et tout ça, ça a été des apprentissages, selon moi, qui ont été flagrants et profonds, indélébiles, durant ces voyages-là.
j'ai vécu, je sais ce que c'est que rien, ne rien avoir, tu n'as rien. Quelle plante tu vas utiliser? Je vais en revenir au niveau des connaissances. Quelle plante va te prémunir de telle chose? Et c'est là où on se rend compte de l'importance des connaissances. Des vraies connaissances, des connaissances pratiques de la vie. Pas des connaissances, en tout cas des informations qu'on vous délivre en vous faisant croire que ce sont des connaissances inutiles pour la vie, peut-être utiles pour le système, mais inutiles pour la vie. Une des prises de conscience, par exemple, par rapport aux besoins du corps, ce dont j'ai besoin, de quoi j'ai besoin à tel moment. Donc, on développe aussi cette intuition, cet instinct, parfois par l'écoute du corps. Est-ce que j'ai besoin maintenant de cela ou cela? Ça, oui, c'est une forme de connaissance, plutôt instinctive. Mais sinon, il y a les connaissances pratiques. Telle plante est antibactérienne, anti-infectieuse. Pour soigner les bobos du quotidien, je m'en suis vraiment rendu compte. Et comment je fais pour cette infection-là? Donc on apprend pour qu'est-ce qu'on peut utiliser de manière à se rapprocher de plus du naturel. Et c'est là où moi je me suis rapprochée des connaissances en phytothérapie en général, tout simplement beaucoup de nos connaissances d'antan, comme on dit des grands-mères, mais aussi des connaissances qui sont liées à certaines sociétés, civilisations qu'on appelle entre guillemets traditionnelles, ancestrales, et qui sont liées à des connaissances de la vie, de la nature, même de fonctionnement de système, par exemple même de l'habitat. Donc l'alimentation, la santé, etc., c'est logique, c'est fondamental, c'est la base. Ensuite, vous avez aussi d'autres formes de connaissances, je sais pas moi, de bricolage, quels outils je peux utiliser si je n'ai pas ça. C'est là aussi où j'ai beaucoup appris sur les formes d'habitat, tel matériel naturel, je sais pas moi, quel type de terre, d'argile, peut être utilisé pour construire un petit abri, ton habitat, ou même peut-être un habitat permanent. Ça fait aussi partie de toutes ces connaissances pratiques que l'on peut employer nous-mêmes. C'est là où, moi qui étais beaucoup à la quête de connaissances, dans une certaine quête de connaissances de soi, bien évidemment, je me suis rendu compte que, eh bien, tout est lié. On applique les connaissances dans le monde pratique. Comment est-ce que je me débrouille? Et pour ça, il faut se réapprendre, si on n'a pas eu la chance d'avoir un environnement de base qui permette ce genre de, entre guillemets, débrouillardise, mais c'est plus que de la débrouillardise, c'est pas de la débrouillardise, mais ce sont des vraies connaissances de la nature, des systèmes, du fonctionnement, des matériaux, qui est lié à l'intuition, à l'instinct. Au fait, tout est lié. Mais cela est perdu. Mais toutes ces choses-là se perdent. Par exemple, le principe de fermentation. Quelque chose de vraiment de basique qui ouvre des portes. Comment se fait une fermentation et en quoi elle est bonne pour nous? Et ensuite, on applique ces connaissances-là, par exemple chimiques, pour autre chose. Par exemple, pour faire sa lessive. Vraiment les choses du quotidien. Pour faire sa lessive, voilà, je prends vraiment quelque chose de l'ordre du quotidien. Comment tu fais? Si tu n'as pas le savon standard que tu dois acheter. Donc c'est là où on creuse. Moi, je voulais à chaque fois creuser pour approfondir l'autonomie et pour que je puisse avoir toutes les réponses, toutes les situations, dans tous les environnements donnés. Le plus facile, tu as de l'argent, tu achètes dans un magasin un savon. Ensuite, tu as des recettes, tu peux le fabriquer toi-même avec des ingrédients que tu achètes. Et ainsi de suite. Ensuite, tu comprends
le processus chimique derrière. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est nettoyé? Quel est le processus chimique? Moi, je voulais aller en profondeur. Et ces connaissances pratiques se développent à chaque fois, puisque quand j'étais amenée à m'adapter très vite d'un endroit à un autre, j'ai appris à apprendre. Donc, plus tu acquiers cette facilité d'apprentissage, plus tu t'adaptes à différents environnements, plus tu peux utiliser ces ressources pour échanger avec d'autres personnes, donc un échange de services ou je ne sais quoi d'autre, et plus tu sais que tu ne seras jamais finalement dans le manque matériel, donc dans le manque de ressources. Toutes ces expériences-là m'ont permis de savoir que je ne serai jamais dans le manque de ressources matérielles, puisque j'ai développé cette capacité d'apprentissage. Ce n'est pas parce et ça, c'était quelque chose d'essentiel lors de ces voyages. Souvent, je le dis et je le répète, parce qu'il y a beaucoup encore de personnes qui s'infligent des souffrances par peur du manque. Exemple, je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas voyager si je n'ai pas d'argent. Ça, c'est le manque typique, cette croyance typique qui fait que tu te prives d'un apprentissage de la vie, tu te prives de quelque chose parce que tu crois manquer. Qu'est-ce qui fait que tu sais que tu ne manqueras pas? C'est la confiance en tes capacités d'apprentissage et c'est la confiance en tes compétences. Je sais que le système est de plus en plus contrôlant, se resserre, privatisant, que de plus en plus de choses, de ressources sont payantes, donc qui nécessitent un apport financier et donc d'intégrer le système. Ceci dit, je pense que aussi derrière, il y a de plus en plus de prise de conscience que les ressources ne sont pas celles que l'on croit, en tout cas exclusivement celles que l'on croit. Les plus grandes ressources sont liées aux compétences. Et quand je dis compétences, c'est vraiment dans le sens large du terme. Compétences, c'est vraiment les compétences pratiques, les compétences intellectuelles, les compétences relationnelles, les compétences de mode de vie, organisationnelles, et ainsi de suite. Même la compétence d'apprendre, la compétence de l'adaptabilité, les savoir-vivre, les savoir-faire, et ainsi de suite, mais vraiment dans l'ensemble. Dans l'ensemble des différentes dimensions de l'être humain. Donc, en ayant abordé l'importance des connaissances pratiques, en ayant compris l'importance des connaissances pratiques, on développe une certaine intelligence pratique, quelque part. Et justement, par rapport à cette intelligence pratique, les rencontres ont vraiment beaucoup favorisé cela. Jusque-là, je n'en ai pas parlé, mais les univers que j'ai pu rencontrer, les personnes qui sont dans un certain mode de vie de manière constante, ont une grande... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont une grande intelligence pratique, alors lorsqu'on les voit qui sont qui sont plus liées à des connaissances de la nature, donc observation et imprégnation de la nature, ont une intelligence naturelle. D'ailleurs, on la retrouve beaucoup chez ce que j'appelle les paysans sages, qui ont un mode de vie certes sédentaire, mais qui sont liés à leur environnement et qui sont liés à une certaine sagesse pratique, qui savent par exemple comment fonctionne la nature, et la nature, puisque la nature est la création, la manifestation de la création, ils arrivent à en décoder l'essence.
Leur intelligence fait qu'ils arrivent à savoir ce qui est bon ou mauvais pour eux, pour leur famille, pour leur environnement, pour la nature, pour les animaux, pour tout ce qui les entoure. Ils savent ce qui est néfaste et ce qui est bon, intuitivement. Pourtant, par exemple, ils ne sont jamais allés à l'école, ils n'ont pas en fait tous les codes sociétaux, mais ils ont une connaissance, une force, une robustesse aussi physique, qui est issue justement de ce rapprochement du côté pratique de l'existence, qui se fait souvent par la transmission, mais aussi par l'environnement direct. C'est que tu n'as pas le choix. Donc ces rencontres-là ont aussi beaucoup joué. Le monde est dangereux ou le monde est beau? Comme dirait l'autre, ni l'un ni l'autre. Ou alors ça dépend. C'est vraiment une des choses que j'ai apprises en voyageant en sac à dos, c'est que le monde, disons la diversité humaine, est tellement grande, donc très diverse, et je ne peux pas tracer de schéma. Je ne peux pas émettre une expérience bonne ou mauvaise en particulier. Puisque dans l'ensemble, il y a eu, je peux dire, de très bonnes rencontres. J'ai vu le meilleur et le pire déjà chez l'être humain. J'ai vu le meilleur et le pire. Bon, je ne sais pas si le pire ou le meilleur, je l'ai rencontré lors de ces voyages-là, mais en tout cas, je les ai vécus de manière intense. Et j'ai vu le meilleur de personnes dans des pires environnements, dans les environnements les pires soient-ils, et j'ai vu le pire de personnes dans des environnements paradisiaques. Là, si c'est pas un apprentissage, je ne sais pas ce que c'est. Peu importe les personnes rencontrées, les situations rencontrées, oui, il y a eu du mauvais, oui, il y a eu du bon, il y a des personnes qui m'ont voulu du mal, il y a des personnes avec qui j'ai créé des liens inoubliables, il y a des personnes, il y a des groupes de personnes, enfin j'ai compris beaucoup au niveau de la psychologie humaine, que ce soit la mienne, mais aussi par exemple des groupes, et les voyages en sac à dos aussi apprennent beaucoup, parce que déjà, vous avez accès à la perception de l'autre, de vous-même, qui est différente. Quand vous êtes en sac à dos, vous voyagez, vous êtes plus à l'époque, je crois qu'il y a un certain moment où j'avais quand même une certaine dégaine, on va dire. Et donc, on va voir en fonction de la perception de l'image que vous dégagez, la profondeur ou la qualité de lecture de l'autre, de vous. Donc il y a des personnes qui s'arrêtent totalement à cela et qui sont, par exemple, on peut les classer dans les personnes, disons, superficielles, qui vont s'arrêter à l'image ou la catégorie socio-professionnelle de la personne et qui vont exprimer un certain mépris. Si 2 jours après vous revenez revoir la personne habillée d'une certaine manière, voilà, avec les cheveux, habillée en tailleur professionnel selon certains codes, et puis que vous exprimez d'une certaine manière, avec une certaine attitude, et ainsi de suite, cette personne-là ne va pas vous considérer de la même manière. Alors qu'elle vous a considéré d'une certaine manière 2 jours avant. Ça, c'était très intéressant à expérimenter. Et je pense que je n'aurais pas pu expérimenter cette lâcheté, ambivalence, inconscience, ignorance de l'être humain si je ne l'avais pas vécu en profondeur. Mais en même temps, je ne m'insurge pas contre cela. Absolument pas. J'ai compris que ça fait partie de l'être humain. J'ai compris que chacun manifeste son niveau de conscience. Chacun manifeste son impuissance, chacun manifeste sa petitesse ou sa grandeur, chacun manifeste ce qu'il est
sa vision, ce qu'il est à l'intérieur et le projette. Chacun manifeste ses manques, chacun manifeste ses besoins, chacun manifeste un rapport au monde, à la vie, aux autres. Qu'il soit petit, restreint, limité ou plus grand. Donc je ne fais pas partie des personnes qui vont valoriser cela chez l'être humain. Je sais que des personnes vont manifester un certain état dans une certaine situation, mais c'est qu'on pourrait qualifier de bonnes personnes, mais je ne sais pas dans quel état serait, ou qui serait cette personne dans une autre situation. Les voyages en sac à dos m'ont permis de me connaître moi-même. Qui je suis, qui je choisis d'être, de manifester, dans des moments, par exemple, de survie, dans des moments très difficiles. Quels choix je faisais? Des choix intérieurs, mais aussi extérieurs. Et là, ça vous apprend énormément. Quand vous êtes dans des phases, par exemple, de survie, je vais prendre ces phases-là, parce que ça n'a pas été uniquement des phases de survie, heureusement. Mais en tout cas, il y en a eu. Dans ces phases-là, qui vous êtes? Déjà, quelle force, quelles ressources intérieures vous pouvez prendre conscience d'avoir? Quelles sont vos ressources intérieures? Mais aussi, quel choix de comportement vous faites? Donc, en apprenant sur soi, on voit aussi ces schémas-là sur les autres. Dans les petits groupes, comme je vous ai dit, voyager en sac à dos, ça permet d'être un peu plus immergé dans l'environnement local. On est plus en rapport avec la réalité. Elle est plus brute, avec moins de filtres que lorsque l'on se déplace, par exemple, avec tout le confort, hôtel, tout le confort du système, hôtel, réservation, des intérêts, consommation touristique. Vous voyez ce genre de choses. On n'est absolument pas dans la perspective d'un voyage, d'une exploration intérieure et extérieure. Non, on est plus de l'ordre de la consommation. On est juste là pour consommer, avec le confort et la sécurité qu'offre le système grâce notamment à l'argent. Comme d'habitude, je m'étale, mais je pense qu'avec le temps, je vais essayer de travailler ma capacité de synthèse. La liberté. Tout à l'heure, je vous parlais de la responsabilité. Maintenant, je vais vous parler de la liberté ressentie lors de mes voyages en sac à dos. Quand je parle de liberté, ici, je parle de... Bon, bien sûr, il y a la liberté du voyage, on est libre, on se sent libre, parce qu'en fait, on n'a pas d'attache en termes d'objectifs matériels. Ensuite, on n'a pas, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais pas d'attache en termes de statut social, je n'étais rien dans la société, du coup, je pouvais être ce que je voulais. C'est drôle, en étant rien, on peut être, puisqu'on n'est plus soumis aux attentes sociétales, aux codes implicites auxquels nous consentons pour jouer des rôles ou des fonctions. Donc j'étais libre matériellement, j'étais libre en termes de statut, socialement. L'objectif était la vie, en fait, l'exploration, l'élargissement des horizons. Et pour cela, il fallait que je me détache de ce qui m'empêchait d'aller en profondeur, de ce qui m'empêchait de vivre les choses de manière plus intense, plus grande et plus présente quelque part. La liberté allait avec la responsabilité. En fait, plus je savais que peu importe les situations, je pouvais m'en sortir, donc ça me donnait la liberté de, entre guillemets, prendre des risques. Si ces choses-là étaient perçues comme des risques. J'avais la liberté de ne pas prévoir. J'avais la liberté d'être, de parler, de m'exprimer. J'avais la liberté d'écrire, de créer, de me relationner avec qui je voulais. J'avais toutes ces libertés-là. J'avais la liberté
aussi et surtout de moins en moins subir les pulsions, les impulsions. La maîtrise de soi. Je vous parlais tout à l'heure des addictions, mais la maîtrise se fait par rapport à des situations. Par exemple, émotionnellement chargées, à force d'y faire face, on apprend à se maîtriser. On apprend qu'en fait, si je gère ça, alors ça ira mieux. Ce n'est pas la situation que je dois changer, c'est la charge émotionnelle que je suis en train de vivre et qui brouille ma clarté d'esprit pour prendre les meilleures décisions. Lorsqu'on est dans des situations d'urgence, par exemple, ou de précarité, de fatigue ou autre, cela devient essentiel, on se rend compte que notre intériorité est le plus grand trésor que nous avons. Et cette maîtrise-là m'a permis d'entrevoir en tout cas l'apprentissage de cette maîtrise, par l'expérience directe, m'a permis de voir à quel point la liberté n'était absolument pas celle que je pensais. Absolument pas. Si je suis victime de mes émotions, enfin des émotions qui me traversent, si je suis victime de mes schémas, de mes compulsions, si je suis victime de mon inconscient, si je suis victime de moi-même, ou victime de mes peurs, ou victime de tout cela, je ne suis pas libre. Absolument pas. Et en plus, plus je suis victime de moi-même, moins j'ai la possibilité de contribuer à quelque chose de plus grand. Par exemple, face à des difficultés que rencontre un collectif ou communauté, ou même une situation, peu importe quelle qu'elle soit, si moi-même je ne suis pas réglée avec moi-même, je ne peux pas contribuer de manière saine et équilibrée à résoudre, par exemple, ou à améliorer des contextes extérieurs. N'avez-vous pas remarqué les personnes qui souffrent? En général, elles sont auto-centrées. Si je souffre, bon, sauf pour celles qui veulent compenser leur souffrance et leur mal-être en intervenant à l'extérieur. Mais ça, c'est autre chose. Mais une personne qui n'est pas bien, qui est de mauvaise humeur, qui est instable émotionnellement, en quoi va être utile, cette personne va être utile pour résoudre les problématiques sociétales. C'est pour ça que les personnes qui ont des grandes responsabilités dans le monde ont une grande maîtrise d'elles-mêmes. Ben oui, ça va de soi. Et à ce niveau-là, nous ne sommes pas égaux. Donc, même s'il est facile de critiquer des personnes par rapport à leurs décisions dans le collectif, quand elles ont à charge, ne serait-ce que dans une entreprise, allez, si on prend un système hiérarchique évident, lorsque le responsable, c'est celui dont les décisions ont un impact sur d'autres personnes, on va dire un responsable d'une grande entreprise, s'il ne fait pas preuve de maîtrise, de contrôle, il ne peut pas prendre les meilleures décisions pour son entreprise et aussi pour ses employés. Bon, lorsqu'il les respecte, bien sûr, lorsqu'il les considère. C'est la même chose dans la vie. On ne peut pas être libre dans la vie si on n'est pas responsable et si l'on ne maîtrise pas certains aspects de nous-mêmes. Donc la liberté du détachement, pour moi, était essentielle dans ces apprentissages-là. Et elles se sont faites de manière indirecte. Je n'avais pas le choix, en fait. Si je voulais continuer dans cette direction-là, de manière saine et équilibrée, j'ai compris que c'était l'essence. J'ai compris que c'était l'essentiel. Que ça allait être difficile, parce que tout le système va dans l'opposé, et qu'il y a beaucoup je dirais pas ça des tentations, mais de facilité. On peut vite rentrer dans les facilités, du confort, de la déresponsabilisation. Puisque tout est fait pour.
là aussi, on se rend compte, je me suis rendu compte, que l'état d'esprit, je dis bien l'état d'esprit, est le plus important. En creusant à chaque fois, je me rends compte que ce que j'ai appris du voyage, ce n'est pas tant le paysage magnifique que j'ai vu, et ainsi de suite. Un peu comme quand les gens voyagent, ils vont aller voir tel endroit, grimper l'Himalaya, le muraille de Chine, l'Amazonie, les paysages magnifiques. Je peux pas dire que je m'en fiche de ça, mais en fait je m'en fichais. Ce n'était pas mon objectif de voir des choses, de consommer des choses. J'avais une toute autre approche de ces voyages-là. Voir un paysage ne va pas me changer à long terme, ne va pas m'impacter en profondeur. Je vais trouver ça magnifique, je vais me rendre compte que oui, la planète Terre est vraiment divine et paradisiaque, il y a de très belles choses, notre Terre est magnifique. Oui, en fait, je le sais déjà. Je n'ai pas besoin de voir pour le savoir. Du coup, l'état d'esprit est vraiment le plus important. L'état d'esprit dans lequel on se trouve lors d'un voyage est plus important. Vous voyez, et donc le mode de voyage est aussi important. Et qu'est-ce que vous recherchez dans cela? Dans quel état d'esprit je vais? Est-ce que je vais avec la peur? Est-ce que je vais en cherchant quelque chose, en cherchant l'expérience à tout prix? Est-ce que je vais en évitant les situations difficiles, conflictuelles ou dangereuses? Est-ce que je vais en acceptant tout de la vie, comme un contrat que l'on fait? Je veux découvrir, je veux explorer, je veux connaître, en échange, j'accepte toutes les expériences que m'offrira ce chemin. Et c'est indéniablement ces voyages-là qui ont forgé cet état d'esprit-là. C'est une sorte d'affirmation de la foi. Quand je dis foi, c'est foi en la vie, en la justesse de la vie. Foi en cette connexion à cette justesse. Un peu comme si, pour moi, ce que j'ai appris, c'est que la vie ne vaut pas d'être vécue si je ne me jette pas pleinement dans cette expérience. C'est se jeter, je me jette. Et l'intensité, le lâcher-prise sont deux choses fondamentales. L'intensité, c'est un peu l'intensité de l'enfant. Chaque chose simple, anodine, offre plus qu'une joie, mais une communion profonde avec cet espace-là. Puisque c'est comme si tout le reste avait été nettoyé. Quand tout le reste est nettoyé, et encore, parfois on croit que tout est nettoyé, mais on va dire un petit éclaircissement se fait. Parfois on croit que c'est l'eureka. Ah, j'ai trouvé, c'est l'éveil. Ah, je suis spirituelle, je me suis réveillée spirituellement, la Kundalini. J'ai vu des choses, je me suis sentie reliée à la vie, et ainsi de suite. Personnellement, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, mais je sais qu'il y a encore autre chose, que je ne m'arrête pas à cela, que ce n'est pas encore cela. Si on cherche quelque chose, je pense que ça peut être source de perdition. On peut s'égarer et on peut s'auto-hypnotiser ou s'auto-convaincre d'illusions. Les plans qui changent tout le temps vont peut-être générer un certain stress, et donc on veut à chaque fois contrôler les choses. Ça, c'est au début ce que j'ai vécu, et c'est ce qu'on vit dans le quotidien, enfin dans grande partie de la population.
c'est de vouloir contrôler, enfin, surtout dans les systèmes organisés, confortables. Le contrôle est une partie très importante du système social et donc que les individus intériorisent. Donc, il faut contrôler les choses, contrôler son plan, contrôler sa vie. Lorsque le plan change, on s'énerve, on stresse, ça génère émotionnellement des choses. L'extrême n'est pas non plus forcément le bienvenu, attention. Un laxisme total, peut-être pour certaines personnes dont cela fait partie, dont l'expérience est essentielle, une passivité totale ou une inaction totale. C'est possible, mais je pense que c'est pas forcément donné à tout le monde. Je crois qu'un équilibre est essentiel. Il y a peut-être des situations ou des environnements où le contrôle est essentiel, mais dans l'ensemble, je devrais dire que il faut pouvoir cerner lorsque le contrôle n'est pas la bonne solution. Et cerner lorsque l'acceptation d'une situation ne va à l'encontre de notre volonté, de la situation que l'on avait prévue au départ. Mais pour ça, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de méthode. Il y a rien, en fait. C'est une capacité de discernement. C'est des capacités de discernement, de perception. Et je crois que tout cela, on ne le développe que lorsque l'on s'engage dans une sorte de dépouillement et de voyage intérieur, mais aussi de dépouillement extérieur, qui ont forcé ces voyages intérieurs, quelque part, qui ont forcé ce dépouillement, mais vraiment concret, physique, mais aussi psychologique. Ce que voyager en sac à dos m'a appris, je ne pourrais même pas le résumer par les mots. Tellement la liste est longue. Et je crois que je continue toujours à voyager. Parfois en sac à dos, parfois non. Mais en tout cas, je sais que cette vie-là, depuis mes changements et transformations de ces expériences, m'ont fait voir à quel point la vie sur Terre n'est qu'un voyage. Un grand voyage.